Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Agnès Verdier-Molinier, qui est directrice de la Fondation IFRAP. Je rappelle, un think tank indépendant qui évalue les politiques publiques et qui présente ce livre. La France peut-elle tenir encore longtemps, aux éditions Albin Michel. Paye tes dettes, une de paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Et voilà, c'est la morale des livres d'Agnès Verdier-Molinier. Il faut que je dise qu'Agnès Verdier-Molinier, d'abord, on est toujours heureux de la recevoir parce que elle parle vrai, elle aussi, mais avec des chiffres et des lettres. Et surtout, j'ai beaucoup aimé votre portrait dans le Canard enchaîné, où on peignait la Cruella avec les 65 millions de Dalmatiens, pas le procureur justement, mais de Dalmatiens, et elle disait allez, vous bougez, vous sortez, vous commencez à faire des choses. Mais alors Agnès, ce qui est formidable, c'est que vous avez une persévérance franchement, et je ne sais pas du tout d'ironie, à laquelle je rends hommage, parce que la mondialisation va-t-elle nous tuer? Les fonctionnaires contre l'État, 60 milliards d'économies, on va dans le mur, ce qu'au doit faire le prochain président, en marche vers l'immobilisme. Je cite les titres de tous vos livres, et tous vos livres tentent toujours, vraiment, au moins, vous avez la cohérence, et vous dites, bah alors, quand est-ce qu'on va s'en sortir? Comment on s'en sort? Et ce dernier, avec beaucoup de renseignements, la France peut-elle tenir encore longtemps? Mais vous n'êtes pas découragé, Agnès Verdier-Molinier? Parce que vous dites, vous lancez les avertissements, vous êtes la Cassandre, notre Cassandre nationale, mais il se passe rien. Au contraire, je pense que comme on a atteint maintenant le fond de la piscine, c'est maintenant qu'on va pouvoir prendre les bonnes décisions. Oui. Ça fait des années que je travaille sur ces questions, vous l'avez dit André. Ça fait des années qu'on alerte. Là, je pense que la situation est beaucoup plus grave. Je le dis dans le livre, 1 milliard d'euros par jour a été emprunté par la France en 2020. On va être quasiment au même niveau cette année 2021. Le quoi qu'il en coûte est arrivé au maximum du maximum. Et maintenant, je pense que les Français attendent tous qu'on leur explique quelle va être la suite de l'histoire. Mais alors, justement, Agnès Verdier-Molinier, et vous le dites, et on va en parler tout le long avec nos auditeurs ensuite, 1 milliard, tout ça par jour, etc. Mais le problème, c'est que les Français ont l'impression, encore une fois, fausse, et vous le montrez, mais on a tous l'impression, on dit oui d'accord, mais ça dure, pourquoi ça ne durerait pas encore longtemps comme ça? Puisque, voilà, on sait la dette, vous avez dit, c'était d'ailleurs, vous donnez le chiffre dans votre livre, oui. En 1978, c'était 10% du PIB, aujourd'hui, 2020, 120% du PIB, on est passé 12 fois quand même, c'est énorme. Sauf qu'ils se disent, oui, mais la dette, oui, elle est là, et puis on pourra, vous en parlez aussi, peut-être qu'on pourra la liquider d'une manière ou d'une autre, et je rappelle, et je voudrais d'abord commencer par vous expliquer quelles sont les deux mamelles qui tiennent notre dette. J'explique. La BCE, la Banque Centrale Européenne, et l'Agence France Trésor. Et l'Agence France Trésor, les gens ne connaissent pas du tout. Je voudrais que vous nous parliez de cette Agence France Trésor. Alors, en quoi, effectivement, ces deux responsables, enfin, ces deux institutions tiennent, effectivement, presque notre avenir en main? Absolument, c'est ce que j'explique dans le livre. Cette agence France Trésor que personne ne connaît, c'est une quarantaine de personnes qui ne sont pas titulaires de la fonction publique, ce ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des contractuels qui souvent ont travaillé avant pour des grandes banques, qui ont été traders, etc. C'est une agence privée ou publique? Alors c'est public, c'est à Bercy, c'est dans l'immeuble de Bercy, et ça fonctionne d'une manière hyper professionnelle. Pourquoi? Parce que toutes les semaines, toutes les 2 semaines, il faut qu'ils placent de la dette française. Là encore dernièrement, c'est plusieurs milliards à chaque fois. Je donne un peu les chiffres et l'augmentation des chiffres qu'on doit placer toutes les 2 semaines, notamment en obligations, ce qu'on appelle les obligations à long terme, de l'ordre de 10 ans. Par exemple, là, dernièrement, on a placé de la dette à 50 ans. On place la dette à la Banque Centrale Européenne? Alors non, pas directement. Non. C'est-à-dire qu'il y a des investisseurs, ça peut être des banques, des assureurs, des fonds de pension, des banques centrales étrangères, qui achètent de la dette. Et puis, une partie de cette dette est rachetée par la BCE, la Banque Centrale Européenne, mais pas toute. C'est ça qu'il faut que les Français sachent. C'est parce qu'il y a beaucoup de charlatans en ce moment qui tournent sur les plateaux télé, qui disent « Oh, mais c'est pas grave, c'est la BCE qui rachète toute la dette. » D'abord, c'est pas vrai. C'est la moitié qui est rachetée en ce moment à peu près par la BCE. Par ailleurs, ils se sont fixés, c'était en mars dernier, je le raconte dans le livre, tout d'un coup, les taux entre la France et l'Allemagne deviennent un peu divergent. Avec l'Italie aussi, l'Allemagne, l'Italie, ça diverge. D'heure en heure, on voit que ça bouge. Vous parlez d'un certain mars 2020.
Mars 2020, et dans la nuit, tout d'un coup, les gouverneurs des différentes banques de la zone euro, de banque centrale évidemment, se retrouvent pour cette réunion BCE et disent il faut racheter massivement de la dette, sinon on est dans une crise de la dette. Voilà. Et alors après derrière s'embrayent les décisions, on arrive à 1300 milliards d'annonces de rachat de dette, mais ce ne sera pas éternel. Pourquoi ? Parce que d'abord la BCE ne peut pas racheter toutes les dettes. Ensuite, en réalité, ça fait gonfler son bilan d'une manière un peu inquiétante. Donc la question, c'est aussi la confiance dans la monnaie derrière. Il ne faut pas aussi nous entraîner tous vers une situation où finalement, soit on serait dans une énorme inflation qui nous arriverait dessus, soit on serait sur des problèmes de change entre les monnaies, etc. Ça peut devenir extrêmement grave. Je le détaille dans le livre. Et puis, il y a cette idée permanente qui est de dire finalement, si c'est la Banque centrale qui a racheté la dette ou une partie de la dette, on n'a qu'à l'annuler. Alors j'avais ce débat hier soir avec Adrien Quatennens de la France Insoumise. Alors lui, il dit c'est pas difficile, la BCE rachète toutes les dettes tout le temps et puis après on les annule. Mais c'est n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que j'explique que finalement, si la Banque centrale rachète de la dette et ensuite l'annulait, c'est pas permis par les traités, mais si on imagine qu'elle le faisait. Bon. Derrière, ça vient dans le bilan de la Banque de France. Donc ça fait un bilan négatif de la Banque de France. Derrière, la Banque de France, elle fait quoi ? Elle téléphone à l'État et elle dit, écoutez, monsieur État, donc tous les Français, on va devoir recapitaliser la Banque de France parce qu'on est en perte, nous, en dette de temps. Voilà. Vous voulez dire que ça revient à la Banque de France et la Banque de France se retourne vers l'État, c'est vers nous le contribuable. Et l'État, c'est qui ? C'est nous. Donc derrière, ça fait quoi ? Ça fait des impôts supplémentaires. Donc à chaque fois que quelqu'un dit à la télé ou à la radio, il n'y a qu'à ne pas finalement annuler la dette qui est détenue par... On s'assied sur la dette et puis voilà. Mais c'est juste impossible, et en réalité ça va nous déclencher une cascade d'impôts qui va tomber sur les Français et sur les entreprises. Alors il y en a d'autres qui proposent aussi par exemple de dire on n'a qu'à dire qu'on ne va pas rembourser. Mais alors ça, c'est hallucinant aussi. Pourquoi ? Parce qu'on est en train d'emprunter, là on est parti pour emprunter plus de 260 milliards d'euros en 2021. Vous croyez qu'il y a beaucoup de prêteurs qui seraient d'accord pour acheter de la dette française s'ils ne sont pas sûrs de... Si on leur dit qu'on ne va pas rembourser. Là aussi c'est ridicule. Celui qui imagine ça, ça veut dire qu'il est prêt à dire il faut faire plus de 260 milliards d'euros d'économies dans l'année pour n'avoir pas besoin de les emprunter. Et ça... Donc des impôts supplémentaires, des restrictions supplémentaires, etc. Et ça, c'est certainement pas non plus leur idée, parce qu'ils n'ont pas compris l'impact de ce que peut avoir ce qu'ils disent concrètement sur les Français, sur tous les jours. Et souvent, on me dit d'ailleurs, la dette, finalement, c'est des milliards, les Français comprennent pas. Alors là, moi, je trouve ça incroyable de penser que les Français comprennent pas. Pourquoi ? Parce que je vois en ce moment monter l'épargne des Français. 100 milliards ont été épargnés. Combien aujourd'hui l'épargne des Français ? Elle se monte à combien à peu près, par exemple, si on regarde ce qui est le plus connu, c'est l'épargne, c'est l'assurance vie. Il y a 1800 milliards d'assurance vie. Et c'est ça que j'explique dans mon livre, c'est que l'assurance vie, à un moment, elle pourrait se retrouver face à une sorte de raid de l'État qui dit maintenant on va taxer l'assurance vie pour renflouer les caisses. Donc c'est pour ça que je dis attention, il n'y a pas d'argent magique. Chaque fois que vous empruntez de l'argent, en réalité, à un moment, il va falloir faire rouler cette dette, il va falloir la rembourser à un moment et rester crédible. Ça veut dire qu'une grosse partie, ça va retomber sur nous, voilà, collectivement. Et il y a déjà eu un amendement à l'Assemblée nationale d'un centriste qui est dans la majorité et qui proposait tout simplement de taxer à 0,5% l'épargne dormante. Et l'épargne dormante, en fait, c'est quoi ? C'est notamment les assurances vie. Et j'explique aussi que la loi Sapin 2 permet aussi de geler les placements des Français. Vous le rappelez. Et ça a été voté en 2016. Donc tout ça, c'est très très important qu'on en parle dans les médias, qu'on en parle partout, qu'on explique. C'est ce que j'essaie de faire avec ce livre, qu'on explique à nos concitoyens que, imaginez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que alors on peut pas ouvrir les stations de ski, donc on n'a qu'à embaucher les personnes, qu'on va les mettre ensuite en chômage partiel et que c'est l'État qui va payer. Non, c'est nous qui allons payer. Voilà. Et les Espagnols ou les Italiens, par exemple, ils ont des problèmes comme nous en ce moment, mais ils essaient d'ouvrir au maximum leurs activités économiques, plus que nous. Ils sont en train d'ouvrir les restaurants en Italie le plus possible dans les zones où il y a le moins de virus qui circulent. L'Espagne aussi, d'ailleurs. Les régions espagnoles, et c'est beaucoup les régions d'ailleurs qui prennent les décisions
décision au plus proche des gens. Les Espagnols ont décidé de maintenir ouvertes beaucoup de leurs stations de ski avec les remontées mécaniques, mais ça veut dire qu'il y a des contraintes énormes. Il y a beaucoup moins de personnes qui ont le droit d'utiliser, etc. Bien sûr, etc. avec des restrictions. Mais ils conservent une activité économique. Et moi, j'alerte sur le fait qu'en mars-avril dernier, 2020, on a tellement confiné. On a confiné tout le monde. Tellement arrêté l'économie. Et à ce moment-là, je me réveille pas maintenant. À ce moment-là, tout le monde peut regarder. J'ai dit attention, les usines en Allemagne, elles tournent dans la chimie, dans la métallurgie, dans les cosmétiques. Nous, la CGT notamment, a appelé à chaque fois à dire ah non, vous n'êtes pas essentiel, il faut vous arrêter. Cette histoire du débat essentiel, non essentiel, notamment dans l'industrie, il n'a pas du tout eu lieu comme chez nous, chez nos voisins européens. Résultat, on a quoi? On a eu plus de 8% de richesse en moins l'année dernière en 2020, alors que les Allemands, ils sont à plutôt moins 5%. Donc, on a sacrifié beaucoup de notre économie déjà, et j'appelle à ce qu'on comprenne que maintenant, il faut donner un peu l'explication de comment ils vont gérer la suite. C'est pour ça que je trouve important qu'il n'y ait pas eu de décision d'un confinement strict. Je pense qu'on a tous expliqué qu'on n'avait pas les moyens. En tout cas, moi, j'ai essayé de le dire au maximum. Vous n'étiez pas la seule. Beaucoup de médecins l'ont dit aussi, même du point de vue de santé. Mais bien sûr. Et donc, il faut arrêter cette histoire du quoi qu'il en coûte, parce que ça va nous emmener dans une situation de déclassement de la France qui va nous être absolument insupportable. Mais alors, Agnès Verdier-Molinier, justement, on en parle. Souvent, on dit oui, d'accord, et effectivement, il y a cette histoire de dette. Vous savez, là, l'argent, à un moment donné, il faut rembourser. Mais on vous dit, on entend tout ça, une antienne qu'on entend encore dans les médias. Oui, mais aucun État ne fait faillite. La France ne peut pas faire faillite. Vous répondez quoi quand on entend ça? Mais ça n'existe pas, les États en faillite. Oui, je rappelle dans mon livre la banqueroute des 2 tiers en 1797. Oui, mais c'est loin, ça. Oui, d'accord, mais c'est loin, mais c'est quand même très instructif. Donc, en fait, finalement, l'État ne rembourse qu'un tiers de ce qu'il doit en fait, à ses prêteurs. Ces prêteurs qui sont en fait les Français. Voilà. À l'époque, on n'empruntait pas sur les marchés. Et en fait, pendant ensuite des années, l'État n'a plus pu emprunter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un État en faillite? C'est aussi un État où il y a un problème, sur lequel il y a un problème de confiance. La confiance, vous savez comme moi qu'elle est très volatile. Si demain on a dans le débat des présidentielles beaucoup de candidats, certains qui s'affichent d'ailleurs plus ou moins candidats pour 2022, des Mélenchon, des Jadot, etc., ont déjà dit qu'eux, ils pensaient que c'était pas la peine de rembourser. Mais à ce moment-là, les taux peuvent monter très vite. Les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt. Et je ne suis pas la seule à le dire. Ceux qui gèrent la dette à l'Agence France Trésor à Bercy expliquent très bien que là, on emprunte à des taux négatifs. Alors on dit, c'est tranquille, la charge de la dette est énorme. Elle a été multipliée par 3 Combien en valeur. 1800, la dette, 1800... Alors, plus de 2700 milliards. Et on 2700 milliards aujourd'hui. Oui, et on va vers les 3000 milliards en 2022. Tout le monde est d'accord pour le dire, c'est les chiffres officiels. Mais en 2003, on était autour de 1000 milliards. Ça veut dire que en 20 ans, on a fait x3 en valeur. Et c'est gigantesque. Mais alors qu'on faisait x3 en valeur, le paradoxe, c'est que la charge de la dette, elle a baissé. C'est-à-dire que ce qu'on paye tous les ans en intérêt... À cause des taux d'intérêt négatifs, voilà. Etc. Donc, certains disent ça va durer pendant des années. Puis il y a Olivier Blanchard, par exemple, l'ancien du FMI, qui disait on en a au moins pour 10 ans de taux à 0, voire négatif. Et vous dites c'est pas vrai, ça? Non, mais puis tout d'un coup, je vois une interview de lui dans Les Échos qui dit oui, mais alors on ne sait pas encore exactement combien de temps ça va durer. Personne ne sait en réalité, André, combien de temps ça va durer. Et les calculs qu'ils ont fait, ils ont publié ça dernièrement là, dans la presse à l'Agence France Trésor, ils disent que si on était à 4% de taux d'emprunt, c'était les taux d'emprunt de 2007, on aurait une charge de la dette de plus de 80 milliards d'euros par an. À rembourser. Charge de la dette, 80 milliards. Alors, il faut quand même qu'on atterrisse. Et moi, ce que j'explique dans ce livre, c'est qu'il est encore temps, justement, pour se ressaisir, pour reconstruire la France, pour redonner un cap, pour redonner une stratégie. Mais il ne faut pas attendre. Parce que
il va se passer beaucoup de choses autour de 2022. Il y aura des débats sanglants autour de... certains voudront créer beaucoup plus d'impôts. J'avais encore ce débat hier. Il y a plein de gens qu'il faudrait taxer en plus, alors qu'on est au maximum du maximum partout. Sur les successions, on est le pays qui taxe le plus. Il y en a qui proposent de taxer à fond les successions, voire même de dire que ce serait plus possible d'hériter en France. Taxer même les comptes bancaires, peut-être. Oui, mais tout y passe. Tout y passe. Monsieur Piketty était invité en Belgique pour parler de ce projet justement de taxer l'épargne, qui a eu de la résonance en Belgique dernièrement au Parlement. Donc il y a énormément de propositions comme celle-là qui vont exactement dans le mauvais sens. Parce que si on taxe plus, on va produire encore moins en France. Et on aura encore moins de croissance. Et on ne pourra pas s'en sortir financièrement parce qu'à un moment, la confiance des investisseurs dans la France, elle disparaîtra et on devra payer des monceaux. Et la confiance, effectivement, ça se bâtit vite, mais ça se détruit encore plus vite. On en parle tout de suite après les infos avec Agnès Verdier-Molinier. Restez avec nous. Et vous aussi, n'oubliez pas que vous pouvez réagir à partir de 13h, 13h15 au 0826 300 300. Vous réagissez à tous nos sujets. Donc, affaire du siècle, l'État a-t-il vraiment été condamné pour inaction climatique? Le décryptage qui nous a été rendu notamment par Maître Vallat, et puis les démocraties défaillantes, la France mal notée par The Economist, et puis la dette française avec Agnès Verdier-Molinier qui reste avec nous. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors effectivement, la France, alors est-ce qu'on ira vers un Titanic sans orchestre, où on va réussir à déplacer ou peut-être réduire l'iceberg? C'est une question qu'on pose avec Agnès Verdier-Molinier, qui a encore une fois ce que j'appellerais le courage de la cohérence. On peut être en accord ou en désaccord, mais au moins elle n'a pas changé d'idée au gré des vents. Agnès Verdier-Molinier, par rapport à ça, moi ce qui est très frappé, c'est que on parle beaucoup, vous savez, aujourd'hui de souveraineté, de mondialisme, etc. Dans cette espèce de... Parce que gauche et droite, on a vu ce que c'est devenu. Mais dans cette espèce de cadre, est-ce que franchement, avec le recul, mettant un bilan, et vous en parlez aussi dans votre livre, est-ce que l'Europe peut, tout à fait, je parle du point de vue financier, monétaire, tout ça, est-ce l'Europe peut imploser dans ce qu'on vit aujourd'hui? Bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est ce que tous ceux qui sont de la partie aujourd'hui craignent d'une certaine manière. En mars dernier, quand les taux commencent à s'emballer, ils ont peur que la zone euro explose. D'ailleurs, Bruno Le Maire le dit à ce moment-là. Oui, absolument. Il faut être clair, il y a un risque. Et moi, j'explique aussi que si nous, les Français, on ne se ressaisit pas collectivement, si on continue d'être le passager clandestin des pays du nord de l'Europe qui ont fait les réformes et qu'on appelle d'une manière assez arrogante d'ailleurs les radins, les frugaux. Oui. En fait, c'est les fourmis et les cigales. On se fout un peu de leur tête. On dit, ah bah oui, mais eux, ils travaillent jusqu'à 67 ans ou 65 ans. Etc. Mais attendez, ils bossent, ils produisent, ils ont baissé leur fiscalité, ils font tout pour leur boîte, ils font tout pour pouvoir transmettre leurs entreprises sans taxes. Il n'y a plus de taxes de succession en Allemagne depuis longtemps pour transmettre ça. Plus du tout. Mais non, mais quand vous transmettez votre TPE, PME, votre boîte, votre grosse PME dans un territoire allemand, vous la transmettez sans droit de succession parce que vous vous engagez aussi de génération en génération à conserver l'activité, etc., etc. Il y a un vrai deal entre le Parlement, les landers, toutes les forces entrepreneuriales, économiques qui sont hyper impliquées aussi dans l'éducation. C'est vrai pour les autres pays du Nord, par exemple. Mais même la Suède, qui n'est pas dans la zone euro, et on dit toujours la Suède, pays social-démocrate, depuis des années maintenant, ils ont supprimé la taxation des successions, mais là pour tout le monde. Parce qu'ils ont vu que c'était plus intelligent pour eux de conserver les boîtes dans leur pays et qu'ils se sont dit, alors si on ne fait pas de taxes pour les entrepreneurs, finalement on le fait pour tout le monde. Et moi, je trouve ça génial. Et alors, nous, dans notre pays, on est encore en train de dire si on n'a qu'à financer le déficit, la crise, avec une augmentation des taxes sur les successions, on est le pays le plus taxé déjà. Donc, il faut vraiment se dire que oui, il y a un risque à un moment y compris parce que nous, la France n'aura pas fait le job, qu'on emmène un peu aussi tout le monde dans le mur avec nous, ça c'est un risque. Et puis, il y a aussi un problème de souveraineté que j'explique dans le livre et je pense qui intéresse tous les Français. Quand on a des prêteurs
pour la dette. Il faudrait aussi qu'on sache qui c'est. On sait que la moitié de la dette française est détenue par des non-résidents, donc ça veut dire des étrangers. Bon. La moitié, hein, c'est ça. La moitié. Ouais. Bon. Ces étrangers, dedans, il y a des banques centrales étrangères. Alors, à Bercy, ils disent c'est vachement rassurant parce que les banques centrales, c'est stable et tout ça. Oui, mais bon, un des premiers qui cite, c'est la banque centrale chinoise. Moi, ça me pose des questions parce que, en tant que citoyenne, j'aimerais bien, et j'ai pas réussi à le savoir pour mon livre, quel est le montant que détient la Banque centrale chinoise de la dette française? Et ça, c'est quoi? C'est secret défense, secret industriel? Pourquoi on ne le sait pas? Pourquoi vous ne le savez pas? Pourquoi on ne le sait pas? Soi-disant, il y a tellement d'échanges sur la dette française que c'est impossible à calculer, Mais non, franchement, je pense qu'on pourrait au moins faire une estimation. On ne leur demande pas au centime près, mais enfin quand même. Voilà. Et puis voilà, avoir pour les Français une lecture aussi. Finalement, de qui on dépend. Parce que ça peut fausser aussi les relations. Se dire qu'il y a énormément de dettes de la France ou de pays européens de la zone euro détenues en Asie, détenues par la Chine, ça pose question. Le jour où on ne peut pas rembourser 150 milliards d'euros et qu'on nous dit, en face du passif, parce qu'on me dit toujours ça, mais en face du passif, il y a de l'actif. Alors, les actifs, c'est quoi? C'est Versailles, c'est Chambord, c'est... Voilà. Si on commence à vendre Versailles, Chambord et tout le reste, on sera quoi? On n'est pas une espèce de club med open bar, quoi. Mais donc, il faut vraiment aussi se projeter sur ce qu'on fait. Et moi, je suis frappée d'une chose, c'est que les mêmes qui disent qu'il ne faut pas être dépendant des marchés, qui méprisent les marchés, la finance, etc., qui trouvent ça absolument terrible, sont les mêmes qui nous disent qu'il faut s'endetter à fond. Alors là, je ne comprends pas. Parce que comment... Vous dites qu'on est encore plus dans la main des marchés quand on s'endette à fond, quoi. Mais bien sûr. Mais comment les gens de la France insoumise peuvent dire à la fois il faut dépenser, s'endetter, il n'y a aucun problème, etc. Alors que d'une certaine manière, ça nous oblige derrière vis-à-vis d'eux. On se retrouve avec une perte de souveraineté potentielle, une perte de liberté. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas qu'une question de milliards et de gestion des dépenses publiques, des finances publiques. Quelque part. Est-ce qu'on maîtrise notre destin? Est-ce qu'on peut reprendre notre destin en main? C'est toute la question. Alors Agnès Verdier-Molinier, pour me faire non pas l'avocat du diable, mais l'avocat de certaines personnes qui ne pensent pas comme ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème avec tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a tout délocalisé parce que effectivement un travailleur en Chine, le salaire horaire d'un travailleur en Chine n'a rien à voir avec le salaire horaire d'un travailleur en Europe en général et en France en particulier. Bon, est-ce qu'il n'y a pas eu comme ça un espèce d'extraordinaire transfert? Ça c'est pas nouveau, depuis des décennies, où on s'est retrouvé avec 100% de paracétamol ou de Doliprane ou je ne sais pas quoi fabriqué par les Chinois. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques côtés où les sociétés, et là je veux dire, qui disent bon très bien, on rembourse les actionnaires, enfin on rembourse, on nourrit, on fait des actionnaires, mais alors pour le reste, on va essayer de trouver le travail au plus offrant, au plus bas, etc. Il y a quand même ce problème qui est posé. Oui, mais ce qui est frappant, c'est que par exemple, vous prenez un pays comme l'Allemagne, qui est notre partenaire principal. Visiblement, il n'a pas ce problème-là. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi à maintenir finalement des charges sur le travail plus faibles. Et c'est surtout, plus vous montez dans la gamme des salaires, plus vous vous rendez compte que les Allemands, finalement, font payer moins cher leur modèle social sur les hauts salaires. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent garder de la valeur ajoutée. Le deal un peu qu'on nous vendait avant, c'était de dire, finalement, bon, on produira moins en France, mais la matière grise, les intellectuels, ceux qui prévoient, ceux qui conçoivent, les ingénieurs, etc., ils vont rester chez nous. Sauf que le problème, c'est que nous, en France, au lieu de faire comme en Allemagne ou ailleurs, où ils ont dit on va pas taxer plus les hauts salaires parce que comme ça, on fera en sorte qu'ils restent chez nous, mais nous, on les a matraqués. Mais matraqués sérieusement. C'est-à-dire qu'on a inventé une sorte de progressivité des charges sociales. Et donc, vous voyez grimper les charges sociales quand vous dépassez deux fois le SMIC. Alors là, tout d'un coup, ça monte de façon exponentielle. On est riche à 3 000 €, quoi. Oui, mais c'est ce que j'explique dans le livre. C'est-à-dire qu'on a un modèle social de luxe. On a notre industrie qui est hyper taxée, ça vaut pour la pharmacie. J'explique dans le livre que dans les années 70, on avait plus de 400 entreprises dans la pharmacie, maintenant on en a plus que 200.
Et pourquoi? Parce qu'on a créé des taxes sectorielles sur la pharmacie pour financer quoi? Les trous de l'assurance maladie et de l'hôpital. Et après, on pleure en disant mais on produit plus en France. Bah oui, mais les gars, vous avez surtaxé à fond pour boucher les trous. Et nous, pendant des années, on leur a dit attention, c'est pas là-dessus qu'il faut faire des économies. C'est sur les dépenses administratives des caisses primaires d'assurance maladie. C'est sur les frais sur les ARS qu'on a créés par dizaines de milliers. Enfin, mais etc. oui, on est les plus chers. On est les plus chers au monde en coûts administratifs. Et ça n'apporte rien en qualité de soins pour les Français. En plus, ça dégrade parce qu'à force d'avoir autant d'interlocuteurs qui s'occupent soi-disant de vous, à la fin, on ne sait même plus qui s'occupe de vous. Donc, on est dans... Et puis, pardon, et les chercheurs sont partis aussi, parce qu'ils étaient mieux sollicités, mieux payés ailleurs. Il y a aussi ça. Mais oui, mais parce qu'en plus, on n'a pas, dans beaucoup de pays européens, ce mépris pour le privé. Le privé et le public travaillent beaucoup plus ensemble. Le privé gère des services publics. Regardez, vous prenez la Suède, vous prenez l'Allemagne, les hôpitaux publics sont gérés par des chaînes de cliniques et ça fonctionne super bien. Et nous, on est toujours avec notre statut, notre corset administratif, notre vision. Il faut que tout le monde touche la même prime de la même manière, même s'ils n'ont pas eu de malade Covid en phase 2, etc., etc. Donc, attention. L'idée de dire on a décentralisé, on a délocalisé parce que en Chine c'est moins cher, etc. Bizarrement, les pays du nord de l'Europe, ils arrivent, en ayant fait les réformes que je préconise dans le livre, au plein emploi. Ils arrivent à produire chez eux. Ils arrivent à exporter. Vous parlez des pays fourmis, enfin des pays... mais, voilà. Mais oui, donc il n'y a pas de fatalité. On peut très bien se recaler sur un modèle plus frugal, un modèle où on dépense moins d'argent public. On est à plus de 60% de dépenses publiques par rapport au PIB. On est le pays qui dépense le plus au monde en dépenses publiques. Sans parler des prélèvements obligatoires. Et les prélèvements obligatoires, on est champion du monde aussi. Et vous savez, ce qui me frappe aussi quand on regarde les plans d'urgence, plans de relance, on dit la France fait à peu près pareil que ses voisins, blablabla. Mais quand vous décortiquez les choses comme je le fais avec l'équipe de la Fondation IFRAP qui travaille avec moi, eh bien, on se rend compte que même les Allemands qui taxent beaucoup moins leurs boîtes que nous, beaucoup moins, de l'ordre de 120 milliards d'euros par an de taxes en moins pour les entreprises. Par rapport à la France. Par rapport à la France. Il faut savoir que nos entreprises, elles paient à peu près 400 milliards de taxes par an. Donc vous imaginez, si elles en avaient 120 en moins, ça ferait une grosse capacité de respiration supplémentaire. Eh bien, les Allemands ont choisi de baisser les taxes entre plan d'urgence et plan de relance pour 60 milliards. Nous, on est à 20. Donc, attention aussi à comment on utilise tout cet argent dont on parle en permanence. Nous, on a fait massivement du chômage partiel. Vous en parliez tout à l'heure. Donc nous, on préfère tout arrêter, financer à fond pour qu'on arrête le travail. On le voit en ce moment. Alors que les Allemands, ils mettent le paquet à fond pour recapitaliser leurs entreprises, pour leur baisser leurs impôts, pour qu'elles puissent repartir à fond derrière quand la crise sera un peu derrière nous. Et donc, il faut faire attention parce que le problème de la France, c'est un problème de compétitivité. Et ce que je propose dans le livre, c'est que pour une fois, on taxe pas les Français et on taxe pas les entreprises françaises, mais finalement, on taxe l'État, la dépense publique. Et pas l'État, c'est nous, mais l'État, la dépense publique et effectivement les gabegies. Et il y a des marges de manœuvre énormes. 84 milliards de surcoûts en termes administratifs. On en parle, Agnès Verdier-Molinier, on en parle. La France peut-elle tenir encore longtemps après ceci et avec les auditeurs? Voilà, avec vous, mais oui, avec vous maintenant qui réagissez tout de suite, qui nous appelez au 0826 300 300. On revient sur tous ces sujets, le préjudice écologique, les démocraties défaillantes de la France, jugée démocratie défaillante par The Economist, et la dette publique avec notre invitée Agnès Verdier-Molinier qui reste avec nous. Alors n'hésitez pas à lui poser des questions. Et c'est à vous de réagir, à vous auditeurs qui avez composé le 0826 300 300. Vous pouvez réagir à tous nos sujets. Et tout de suite, on part à Angers, on donne la parole à Christophe. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Christophe. Bonjour à tous. De la Loire qui est en crue, un peu comme la dette. Ouais. La Loire aurait une décrue. Moi, j'aurais une question à poser à votre invité, mais avant, je voulais réagir très rapidement sur la démocratie. Oui. On dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Mais quand on prend le peuple pour un enfant, on ne lui donne pas le pouvoir. Donc tout va avec cela, à mon avis. Tout est explicable par cela. C'est ce que j'appellerais, c'est peut-être un néologisme qui a déjà été utilisé, la bureaucrature.
Et on est dans un régime bureaucrate, et c'est peut-être le lien à faire avec l'économie aussi. Parce que vrai. Et peut-être infantilisateur, voilà. Mais c'est cela, c'est tout à fait ça, André. Et moi, je ne suis pas un économiste, et c'est très difficile de s'y retrouver là-dedans quand on n'est pas un spécialiste. Ouais. Mais quand on subit au quotidien, effectivement, ce qu'a décrit votre invité notamment. Mais moi, je me pose deux questions. La première, est-ce que finalement, c'est grave d'être endetté? On peut vivre plus ou moins correctement en étant endetté. Est-ce qu'il y aurait un niveau d'endettement tenable, souhaitable, possible? Et puis la deuxième question, c'est quel serait pour votre invité, qui je crois est plutôt dans une pensée libérale, un modèle social? Voilà. Alors, Agnès Verdier-Molinier, endettement, quel serait l'endettement tenable? Et puis, modèle social, effectivement, vraie question. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens disent, mais finalement, les Japonais sont plus endettés. Alors, les Japonais, ils possèdent leur dette à plus de 90%, et puis ils travaillent très âgés aujourd'hui, et ils ont une croissance atone. Donc, attention, c'est aussi quel modèle on veut. Est-ce qu'on veut devenir un peu plus prospère, ou est-ce qu'on se dit que de toute façon, notre dette va être notre fardeau éternel, et que finalement, la France n'aura quasiment plus de croissance pour des années et des années. Mais ça, il faut l'expliquer aussi à nos compatriotes, et il faut qu'ils soient clairement aussi au courant qu'il va falloir qu'ils financent eux-mêmes la dette de la France pour qu'on n'ait pas de risque justement de perdre notre souveraineté parce qu'on est dépendant d'autres. Ça veut dire que quasiment une grosse partie de l'épargne devrait partir automatiquement dans la dette, dans une sorte d'impôt forcé. Hein. C'est l'impôt, ça. Oui, voilà. Absolument. Donc, bon, il faut être clair là-dessus. Endettement, on peut garder, Agnès Verdier-Molinier, un certain endettement, et à peu près, enfin, de quel ordre? Déjà, il ne faut pas se leurrer. On est à plus de 120%. Les 120%, ils sont calculés avec 6% de croissance. 6% de croissance, on sait déjà qu'en 2021, ça va être vraiment difficile pour qu'on y arrive. La Banque de France dit plutôt 5 maintenant. On est à combien aujourd'hui? On est autour de 120% de croissance. La Banque de France nous dit qu'on va avoir 5% en 2021, mais plus il y a de restrictions sanitaires, plus on empêche les entreprises de tourner, moins on rouvre vite les restaurants, plus on garde fermées les grandes surfaces de plus de 20 000 m², etc. Plus tous les jours on dégrade forcément notre économie. Donc le fameux méga rebond qu'on nous avait promis, on le verra pas. Mais je voudrais répondre à Christophe, parce que sur cette histoire de dette, il n'y a pas qu'une question de pourcentage de dette. Il y a aussi tous les milliards de dettes qu'on se traîne et qu'il faut refinancer tous les ans. Il faut bien vous dire que sans qu'on ait commencé l'année, on est au 1er janvier de l'année, et sans qu'on ait encore de déficit de l'année, on a déjà entre 130 et 170 milliards d'euros de dettes anciennes à refinancer. Il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que c'est un fardeau qui est énorme, qu'il faut faire rouler tous les ans, et en fait ça a été conçu par ceux qui gèrent la dette de manière assez intelligente pour que le niveau du fardeau soit à peu près égal tous les ans, mais il continue d'augmenter de manière régulière, et ça veut dire que quelques gouvernements qui soient au pouvoir, ils se récupèrent tous les ans cette charge à refinancer, et ça c'est gigantesque. Donc dire que c'est pas un problème, si, c'est un problème pour tous ceux qui vont avoir à gérer la France encore dans les années qui viennent. Mais alors, juste Agnès Verdier-Molinier, on parlait du modèle social, parlait Christophe, et vous, votre dernière partie, c'est « Sauvons l'État malgré lui ». Vous dites ça comme ça, sauvons l'État malgré lui. Mais est-ce qu'on peut sauver un État malgré lui? Oui, est-ce que c'est faisable? Je pense que les résistances sont énormes pour le changement en France. On l'a vu, tous les pays autour de nous ont quasiment réformer leur statut de la fonction publique. Il y a très peu d'agents employés à vie. Par exemple, en Suède, à plus de 90%, ce sont des contractuels qui travaillent pour les services publics. C'est complètement décentralisé dans la gestion, dans tous les pays qui nous entourent. Nous, on a toujours l'État qui s'occupe de tout. Il dit qu'il décentralise, mais en fait, il est toujours là sur tous les sujets. L'éducation, la santé, on l'a vu avec la crise sanitaire, est beaucoup plus décentralisée dans ses décisions sur la santé, notamment en Allemagne. C'est le Land, c'est la région qui décide, qui gère, et résultat, il y a beaucoup plus de lits de réanimation parce qu'ils ont investi sur des plateaux techniques, mais aussi que la médecine de ville est beaucoup plus mise à contribution. C'est beaucoup mieux. Non, nous, c'est la trop grande centralisation, trop grande, effectivement. Oui, et puis la haute administration, etc.
Quand on dit modèle social français, on croit qu'on est excellent en éducation, mais on n'est pas excellent en éducation, on est mal classé. Quand on dit modèle social français, on croit qu'on est excellent en santé, mais pas du tout. On n'est pas meilleur que les autres. On l'a vu pendant cette crise. Quand on dit modèle social français, on croit que notre système, par exemple, de Pôle emploi est excellent, bien meilleur que... Mais pas du tout. Donc, est-ce qu'on veut vraiment conserver tel quel un modèle qui n'est pas un modèle et qui finalement nous coûte hyper cher, beaucoup plus cher qu'ailleurs, les 84 milliards de coûts de production administratifs, en plus par rapport aux pays qui nous sont comparables, tous les ans, je crois pas. Je crois que beaucoup de Français, d'ailleurs c'était sorti énormément dans le grand débat, il y avait au moment du grand débat, il y avait des tas de propositions de Français très intéressantes pour réduire la dépense publique. Il y avait de vrais cahiers de doléances et on ne les a pas écoutés. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Qu'on en a fait ? Rien, il s'est rien passé. Alors qu'on sait tous qu'on a trop de strates publiques entre la commune, l'intercommunalité, le département, la région. Et tout le monde parle du millefeuille, effectivement, et puis on fait rien. Et il se passe rien. Donc là, on a on a un boulevard. Parce qu'on n'a tellement rien fait. Et c'est pour ça que moi, je suis hyper optimiste pour les années qui viennent. Parce que je pense que nos compatriotes sont beaucoup plus intelligents que ce qu'on imagine, qui ne vont pas croire tous les bonimenteurs qui vont leur dire c'est super facile en fait, on n'a qu'à pas rembourser, on n'a qu'à dépenser plus, on n'a qu'à taxer plus. Ils ne vont pas les croire, ceux-là. En tout cas, moi, je ferai tout pour qu'on comprenne que ce qu'ils nous annoncent, c'est faux et que derrière, on aura plus de chômage, plus de pauvreté pour tous si on suit leurs recommandations. En revanche, il y a un chemin. Il est peut-être pas facile, il est peut-être pas jalonné de roses, mais c'est un chemin qui, à mon avis, est empruntable. Il faut décider maintenant de le prendre, ce chemin. Je donne toute l'explication dans le livre de comment il faut faire. Décider maintenant de repousser l'âge de départ à la retraite, dire que dans chaque entreprise, on doit pouvoir négocier entre les salariés et l'employeur pour moduler le temps de travail, sans passer par les syndicats, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais nos syndicats sont hyper co-responsables de la situation catastrophique de notre pays. Et donc, il y a plein de mesures à prendre qui ne sont pas des mesures qui vont changer radicalement la vie des Français, parce que qu'est-ce que c'est de travailler 3 mois, 6 mois de plus dans une vie pour sauver un pays comme la France? C'est pour ça que je dis sauvons l'État malgré lui, parce que vous savez, finalement le politique, il est courageux que s'il sent que les Français sont courageux. Donc moi j'aimerais qu'on leur dise, bah oui, on est prêt. On est prêt à faire ces efforts-là, à mettre un frein à l'endettement dans la Constitution. Eh bien, ça, c'est un programme politique. On en parlera juste après ceci. Et n'oubliez pas, ce numéro de téléphone, 0826 300 300. On vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La France peut-elle tenir encore longtemps? C'est la question que pose Agnès Verdier-Molinier dans son livre chez Albin Michel. Et vous aussi, vous vous posez beaucoup de questions à ce sujet. On va tout de suite à Angers, c'est ça encore? Et on donne pour donner la parole à Romain, tout à fait. Oui, bonjour Romain. Oui, bonjour André, bonjour à tous les auditeurs et également bonjour à votre invité. Alors je vais rapidement réagir sur aujourd'hui, oui, notamment sur les 1 euro, l'indemnisation par l'État. Alors j'ai hâte de savoir comment l'État va redresser la barre, parce que si c'est pour proposer des jardins potagers, des bicyclettes pour répondre aux engagements bas carbone, ça va être intéressant. Oui, enfin ça c'est comme on l'a dit, on le saura dans 2 mois, mais pour le moment c'est une victoire effectivement, qui est une victoire, je dirais, d'écume, enfin c'est une victoire showbiz, c'est une victoire de spectacle et pas autre chose. Oui, voilà également la réaction du showbiz, c'est intéressant. Je voulais également réagir par rapport à la démocratie défaillante, par rapport à l'indemnité. Alors l'indemnité surprise sur les frais de déplacement des députés, on parle d'un mauvais timing, mais c'est quand même incroyable après presque 1 an de crise Covid où les artisans, les hôtelleries, la restauration ont dû presque bientôt mettre la clé sous la porte. Ce soit intéressant que les députés puissent eux-mêmes voter leur augmentation. On doit être l'un des seuls pays où ceux qui nous gouvernent décident de leur salaire. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est pas mal, ça s'appelle la démocratie représentative. Mais c'est vrai que c'est assez croquignolé quand même, surtout en ce moment. Le dernier point par rapport à la dette, moi je me suis intéressé récemment, j'ai eu l'occasion de lire le livre de Charles Pratt sur
Ah oui, les fraudes. La fraude sociale, oui. La fraude sociale. Alors, je pense que la fraude fiscale doit être également intéressante. J'ai donc lu cet ouvrage. Mais effectivement, s'intéresser dans la dépense publique, là, je pense qu'il y a un énorme travail à faire, parce qu'on a l'impression de jeter l'argent par la fenêtre, mais également de s'endetter. Là-dessus, je pense m'intéresser à l'ouvrage de Madame Verdier-Molinier, et puis je me ferai mon avis là-dessus. Mais je pense que sur la dépense, il faudrait revoir tout. Revoir tout, c'est l'argent par les fenêtres, qui est jeté par les fenêtres. Alors justement, par rapport à ce que dit Romain et par rapport aux politiques et la démocratie, mais on revient aussi à vous, à Agnès Verdier-Molinier, c'est quand même marrant, est-ce que c'est pas représentatif ça, que quand vous dites oui, je suis optimiste, on va s'en sortir, etc. Alors, évidemment, je fais assez schématique ce que je vais dire. Pendant ce temps-là, les députés, ils changent, ils pensent à quoi? À agrandir, à augmenter leurs dépenses de fonctionnement. On a l'impression quand même que dans ce que vous dites, et encore une fois, je ne veux pas reparler de tous vos bouquins, vous êtes vraiment, encore une fois, ça fait quelques années que vous parlez de ça. Vous n'êtes d'ailleurs pas la seule, mais vous en avez parlé de façon très éloquente et vous continuez avec ce livre. On a l'impression vraiment que d'un côté, il y a ces préoccupations, qu'on le sait. Vous avez d'ailleurs, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, vous a répondu dans le Figaro Magazine. Mais on a l'impression qu'on dit oui, d'accord, mais tout ça, c'est pas vrai, il n'y a pas de problème. Il faut pas dire que la faillite, etc., les investisseurs ne feront plus confiance. On a l'impression que les députés, gauche et droite confondus, ou centre, etc., c'est de dire, cachez ce sein que je ne saurais voir. Oui, c'est assez frappant. Et d'ailleurs, je cite dans le livre un rapport sur la dette du rapporteur général du budget, Saint-Martin, qui fustige un peu tous ceux qui pourraient dire que la dette peut être un problème, etc. Donc je cite ce qu'il dit et qui est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en gros, on serait dans l'exagération. Il faudrait surtout pas écouter des personnes qui tirent la sonnette d'alarme en la matière. Et je crois qu'ils portent tous quand même une grosse responsabilité, parce que moi, j'attendrais en ce moment, par exemple, il y a des décisions importantes qui sont prises par le gouvernement. Le Sénat, d'ailleurs, a beaucoup rué dans les brancards. Par exemple, vous dites j'attends des décisions importantes. Lesquelles, par exemple? Par exemple, quand on vote l'urgence sanitaire tout le temps, mais qu'il n'y a pas d'étude d'impact sur qu'est-ce que ça fait sur l'économie. Je ne comprends pas. Et on l'a prolongé jusqu'en juin. Je ne comprends pas pourquoi. Ouais. Alors, on nous parle tout le temps du nombre de lits, du nombre de... etc. Oui, d'accord. Là, il y a la question sanitaire. Mais en face, toutes les décisions qui sont prises, et qui d'ailleurs ne sont pas prises avec validation parlementaire. Nous, j'ai pas arrêté de dire, et j'ai publié d'ailleurs dans l'Obs, par exemple, des papiers là-dessus, en disant, attention, on est le seul pays où la décision se prend dans un conseil de défense, quasiment à huis clos. Dans un conseil scientifique, etc. Oui. Sans avoir finalement, pour les Français, de compte-rendu véritablement étoffé, et avec un Parlement qui n'est pas associé, puisque le seul truc qu'on lui demande, c'est signer en bas de la page pour rajouter plusieurs mois de contraintes d'état d'urgence sanitaire, mais sans savoir quelles vont être les mesures qui vont être prises. Et ça, je trouve ça extrêmement préoccupant, dans la mesure où chaque fois qu'on prend une décision, elle n'est pas que sanitaire, la décision. On a fait le calcul à la Fondation IFRAP du coût de une semaine d'un équivalent confinement comme mars-avril pour le PIB de la France, pour la richesse nationale. 16 milliards par semaine. Parce qu'on parle toujours du coût pour les dépenses publiques. Mais c'est le coût global aussi de combien ça nous ampute, ça nous coupe de la... 16 milliards par semaine. Une semaine comme mars-avril. Une semaine comme en novembre, c'est 7 milliards. Hein. Et puis derrière, c'est des emplois. Comme en mars-avril, c'est 70 000 emplois menacés par semaine. Comme en novembre, c'est environ 30 000 emplois menacés par semaine. Ça, il faut qu'il y ait une discussion au niveau de la représentation nationale là-dessus. Et moi, j'ai beaucoup plaidé sur ce sujet. Je sais que, par exemple, Gérard Larcher au Sénat a exigé, il a d'ailleurs été repoussé à plusieurs reprises, des clauses de revoyure pour dire à telle date, il faut qu'on revoie les choses pour voir, etc. Et puis, il faut qu'on discute aussi, qu'on valide les mesures. Les mesures à la Chambre des communes, elles sont validées au Royaume-Uni. En Italie, en Italie, les mesures, elles sont validées par les deux chambres. Ici, le Parlement ne fait pas son boulot, il faut le dire. Donc, moi, j'aimerais, et il y a tout un chapitre là-dessus dans mon livre sur le rôle du Parlement, à un moment, il faut que ce Parlement, il travaille vraiment sur les questions importantes. Il y a 4 000 milliards de dettes qui ne sont pas comptées dans la dette française, qui sont de la dette hors bilan, comme on dit.
c'est-à-dire la dette qui finalement compte pas dans la dette au sens de Maastricht. Vient d'où cette c'est les engagements pour payer plus tard les retraites des agents publics, c'est les participations de la France justement à des mécanismes européens, comme par exemple l'emprunt européen là qu'on va faire, les 750 milliards. La France va être caution pour une partie. Mais Agnès, vous avez la réponse d'Elisabeth Borne. On engage, on embauche et l'État payera le chômage, les salaires. Oui, mais ce que je reproche au Parlement, c'est que finalement, on n'a jamais les vrais coûts. Regardez, là aussi, j'ai demandé un chiffrage à la ministre de la fonction publique sur combien nous avait coûté le fait d'arrêter les administrations françaises pendant le premier confinement d'une manière aussi importante aucune autre administration en Europe a été arrêtée comme ça. La justice était à l'arrêt, la Poste était pendant quelques semaines vraiment dans un fonctionnement extrêmement minimaliste, on l'a tous vu, etc., etc. J'en parle d'ailleurs dans le livre. Et alors, quand je leur demande combien ça a coûté tous ces agents publics qui étaient en autorisation spéciale d'absence, payés à 100% chez eux, mais pas en télétravail, pas de réponse. Combien il y en avait? Pas de réponse. Secret défense. Donc, on a dépensé des milliards, là encore, et avec une administration qui était plus tellement au service des Français, parce qu'une grosse partie des agents, parfois 30%, 40%, 50% des agents, étaient en autorisation spéciale d'absence, un truc qui existe qu'en France. Il n'y a aucun autre pays qui a fait ça, même dans les autres pays, les agents sont souvent des contractuels, donc ils sont comptés avec la dépense de chômage partiel. Vous prenez le Royaume-Uni, il y a une grosse partie de ceux qui ont été arrêtés. J'ai compris, tandis qu'en France, non. En France, c'est pas compté pareil, puisqu'ils ne sont pas dans ceux qui sont concernés par le chômage partiel. Donc, on a des angles morts dans le coût de la crise qui sont gigantesques, et quand on fait les comparaisons entre les pays, on n'en parle jamais. Et quand je pose la question à la ministre de la fonction publique, c'était sur France Info TV, j'ai dit, Madame la ministre, est-ce qu'on pourrait savoir combien ça a coûté, toutes ces administrations arrêtées en termes de coûts, parce qu'on connaît le coût du chômage partiel, mais on ne connaît pas ce coût-là. Elle me dit, je ne vous répondrai pas, je ne répondrai que devant la représentation nationale. Et qu'est-ce qu'elle a dit devant la représentation nationale? Rien, parce que la question, en fait, lui est pas posée. Donc, moi, j'aimerais bien que le Parlement fasse son boulot d'évaluation des politiques publiques, de contrôle de ce que fait l'exécutif. Que le Parlement fasse son boulot tout court, Clémence. Et c'est hyper important pour l'équilibre de notre démocratie. Parce que si on sait tous que notre Parlement fait pas le travail, on se sent pas représenté. On y est là, on y est, Agnès Verdier-Molinier, c'est tout le problème. Allez, on va donner la parole à William qui nous appelle de Paris. Oui, William. Allô. Bonjour William. Oui, bonjour André. Juste quelques précisions. Je crois que nous avons une amie commune qui s'appelle Vanessa Delouia et qui vit actuellement aux États-Unis. Exact. Après nous avoir présenté, j'avais travaillé à Harakiri, où vous m'aviez donné une rubrique qui s'appelait l'humeur du râleur. D'accord. Voilà. Cela dit, donc je voudrais réagir sur les 3 gros sujets qu'il y a eu aujourd'hui. Allez-y. Je commencerai par l'écologie. Mais William, simplement, comme on a énormément d'auditeurs, c'est pas du tout pour vous restreindre, mais essayez de formuler, voilà, et de ramasser. Je vais très rapidement, je suis ancien journaliste, je crois connaître un peu la musique. Très bien, allez-y. Voilà, donc pour l'écologie, il faut savoir que les écologies nous vendent un gros bobard en nous disant que lorsque les glaciers qui sont au pôle vont fondre, le niveau des océans va... oui, absolument. Et c'est pas vrai, parce qu'on peut faire l'expérience chacun chez soi en mettant un verre d'eau avec un gros glaçon dedans. On note le niveau de l'eau, et quand le glaçon va fondre, le niveau ne va pas changer. Voire Archimède, etc. En revenant pour les drones. Les drones, je pense que c'est une bonne chose pour observer, parce qu'il y a toujours des manifestants qui sont très honorables et qui défendent des causes très honorables, mais il y a toujours des casseurs qui en profitent pour aller faire leur marché dedans. Et donc moi je ne suis pas contre à ce que les drones les surveillent et les dénoncent. Maintenant, la question donc se pose, c'est que il y a un outil qui est formidable, mais alors qui l'utilise ? Comment on l'utilise et quand on l'utilise, c'est là le problème. C'est pas le drone ou pas. En tant que tel, on est d'accord. C'est où on met le curseur et qui décide. On est exactement. Voilà. Pour en revenir à l'économie, alors moi je félicite et je suis toujours admiratif devant les gens qui dénoncent des choses dans les livres, etc., etc. Mais il y a un piège où est-ce qu'il faut, il faut pas tomber, c'est que de croire que les gens qui sont au gouvernement sont idiots.
Loin de là, puisque le fait qu'ils sont arrivés là-dessus, ils sont arrivés jusque-là, c'est pas tout à fait ça. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont soumis à beaucoup de pression, de différentes sortes qu'on ne connaît pas, et lorsqu'ils prennent une décision, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ça tombe sur qui? Ça tombe sur le plus faible, autrement dit, nous. Alors donc, moi je suis encore admiratif devant tout ce que Agnès, pardonnez-moi, je n'ai pas la mémoire des noms de famille. Agnès Verdier-Molinier, il n'y a pas de problème, voilà, allez-y. A dénoncé dans son bouquin, et elle dit même ce qu'il faut faire. Je pense que les gens qui sont au gouvernement le savent très bien, seulement, ce qu'elle ferait bien de dénoncer, et ça serait bien pour nous, c'est de dire pourquoi, quelles sont les pressions auxquelles sont soumises les gens du gouvernement pour ne pas décider de manière logique et cohérente. Oui, non mais oui, William, je suis d'accord. Enfin, là, vous posez une bonne question, effectivement, parce que c'est vrai que... Enfin, c'est ça qu'il faut dénoncer. Tout à fait. Non, mais je crois que... je pense qu'Agnès Verdier-Molinier le sait, beaucoup de gens le savent. C'est évidemment que ce qu'elle dénonce, beaucoup de gens le savent, mais c'est vrai que c'est la vraie question. On a commencé à en parler, Agnès Verdier-Molinier, sans faire de l'anti-représentation, bien sûr, c'est pas ça. Mais on a l'impression que tous ces gens, et vous le savez très bien, excusez-moi, je prends à titre personnel, votre dialogue, enfin la réponse de Bruno Le Maire, il sait tout ça, mais effectivement, étant ministre de l'économie, il ne peut pas le dire. Est-ce que le vrai problème, parce que ce que vous dites, c'est aussi du bon sens, enfin il y en a qui est peut-être pour ou contre, mais est-ce que le vrai problème n'est pas le fait que vous avez une classe politique, ou en tout cas un politique, encore une fois, de droite et gauche confondues, puisque on peut voir ça sur des années, et bien que effectivement ils disent oui, mais ça on ne peut pas le faire, ou on ne peut pas le dire, et si on ne peut pas le dire, on ne peut pas le faire. C'est pas ça le problème. On s'en reparle juste après cette petite pause. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, Agnès Verdier-Molinier, on a eu une question effectivement sur les politiques. Est-ce que disait, c'est William, je crois, c'est ça. Et William disait, attendez, ils savent très bien, ils en savent, je dirais, autant que vous, peut-être pas autant que vous, autant que peut-être d'autres plus ou moins. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils le savent, et vous les côtoyez assez, et ça fait assez longtemps que vous êtes justement dans l'arène, Agnès Verdier-Molinier. Il y a ce problème qui est posé du politique. Le que faire, ça appartient aussi aux politiques, à nous aussi bien sûr, on a nos responsabilités, mais aux politiques. Comment il se fait que ce qui est assez clair, et vous le racontez de façon très claire, comment ça se fait qu'on n'en tient pas compte ? Je pense, comme dit William, que ceux qui nous dirigent sont des gens très intelligents. Ils mesurent les risques en permanence. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Je raconte dans le livre que je voyais un proche de Macron, que je lui dis, mais attendez, là c'était en 2018 ou 2019, vous faites pas les réformes, il y a rien qui se passe. Des retraites, à ce moment-là, je venais de sortir mon livre En marche vers l'immobilisme, où je disais mais c'est complètement fou. Toutes les réformes qu'il faudrait faire en urgence, on les met sous le tapis. La réforme des retraites, on invente une usine à gaz au lieu de faire le job d'aligner les réformes du public sur le privé, de repousser l'âge petit à petit. C'est exactement ce qu'il faut faire. Enfin, il n'y a pas besoin d'être ni polytechnicien ni énarque pour comprendre le truc. Je dis finalement, s'il y a une crise qui nous arrive dessus, on est à sec, on a un déficit structurel qui est gigantesque, on le baisse pas. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, on me répond du tac au tac, il y a Christine Lagarde qui va aller à la BCE et elle fera marcher la planche à billets. Donc ils m'ont pas répondu, non, tu te trompes, on fait le job, on fait tout ce qu'on peut, on fait les réformes, etc. Et puis c'était le moment où ils avaient aussi enterré le fameux rapport CAP 2022. Voilà, on y est bientôt en 2022, qui devait préconiser quelle baisse des dépenses il fallait faire. Et ça a été enterré et ils ne voulaient même pas le publier. Et pourtant, des tas d'huile, de Matignon, etc., et extérieurs, des anciens hauts fonctionnaires avaient travaillé là-dessus. Moi, j'avais été auditionnée aussi, mais ça ne sert absolument à rien. Le truc est enterré. Donc, je crois, comme William, qu'ils savent beaucoup de choses, mais qu'ils ne les disent pas. Qui savent aussi qu'il y a un risque de faillite pour la France à un moment, qu'on est dans la zone rouge. Alors que Bruno Le Maire dit le contraire. Non, Agnès Verdier-Molinier se trompe, il n'y a aucun risque de faillite, c'est faux. D'ailleurs, vous faites peur aux investisseurs, Agnès. Oui, alors c'est ça, Bruno Le Maire, il est ministre de l'économie, il est obligé de dire la France n'est pas en faillite, parce que si le ministre de l'économie commençait à dire effectivement on est très inquiet à Bercy, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer après, on n'a pas de programme, on n'a pas de cap, on n'a pas de scénario pour se redresser, tout le monde
monde partirait en courant. Et surtout ceux qui nous prêtent de l'argent toutes les 2 semaines à l'agence France Trésor. Donc, c'est vrai que Bruno Le Maire, il n'a pas d'autre choix que de dire ça. Mais en même temps, par derrière, tous ceux qui travaillent proches de ces questions, qui voient ce qui est en train de se passer, me disent Agnès, vas-y, tire la sonnette d'alarme. Toi, tu es indépendante, tu peux dire tout ce que tu veux. Nous, c'est vrai qu'à la Fondation IFRAP, on a toujours gardé beaucoup nos distances. On n'a pas demandé d'aide à l'État dans le cadre de la crise sanitaire, etc., exprès pour avoir toujours une parole hyper libre. Et moi, cette parole libre, voilà, je l'assume, je veux la porter parce que je pense que c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Je pense aussi que à dire des choses comme ça, à dire que on peut pas dépenser jusqu'au ciel, qu'il n'y a pas d'argent magique et tout ça, on oblige aussi le politique à avoir un raisonnement qui n'est pas que dans le sanitaire, qui est aussi un peu dans l'économique et le plus possible pour essayer d'avoir le moins de casse possible aussi social derrière, le moins de chômage possible. Donc, c'est une bataille aussi des idées pour dévoiler ce qui se passe en temps réel. Et voilà, je pense que ce que peut pas dire le politique, eh bien, il faut qu'il y ait des gens comme moi et d'autres que moi qui le disent. Et des auditeurs qui réagissent, Clémence. On va donner la parole à Julien qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Julien. Oui, bonjour Julien. Bonjour à vous, André Berkoff, Agnès Verdier-Molinier, également Clémence. Bonjour. Je souhaitais effectivement intervenir par rapport à ce que vous avez dit. Je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à votre livre. Pour diminuer la dette, il faut de la croissance. Alors pour l'instant, effectivement, on n'en a pas. Il se trouve qu'on est dans le cadre de l'Union européenne et que ça fait 30 ans qu'on n'a quasiment pas de croissance et qu'on est la zone du monde qui en crée le moins. Donc, vous avez justement parlé également d'un problème de compétitivité et de souveraineté. Là encore, je vous rejoins tout à fait. Mais le problème, c'est que justement, on n'a pas de compétitivité parce qu'on ne maîtrise pas notre monnaie. Je rappelle que l'euro, c'est une monnaie, c'est en réalité l'équivalent du Deutschmark. Et donc, c'est un avantage compétitif pour l'Allemagne. Nous ne pouvons pas faire de dévaluation par rapport à cette monnaie, nous ne pouvons pas ajuster nos coûts. Et donc, c'est bien le problème, si vous voulez, c'est que la France se retrouve un petit peu le perdant de cette Union européenne qui profite très largement à l'Allemagne. Et je rappelle également que l'Union européenne nous coûte chaque année entre 10 et 15 milliards d'euros depuis que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Europe, que le plan de relance voulu par M. Macron ne nous rapporte pas d'argent, contrairement à ce qu'on nous a dit, il va nous coûter plus de 60 milliards. Donc effectivement, la dette, il faudrait peut-être commencer à la réduire en rationalisant nos dépenses par rapport à cette Union européenne. Oui, justement, vis-à-vis de Agnès, c'est intéressant la question de Romain, vis-à-vis de l'Union européenne. Effectivement, c'est pas un euroscepticisme complet, mais enfin, il y a un vrai problème qui est posé. Quel est votre sentiment là-dessus ? Ce que dit Julien, c'est que finalement, nous, on est perdants avec un euro qui est finalement trop fort pour notre économie et que l'Allemagne est gagnante parce que finalement, l'euro est faible par rapport à son économie. C'est un peu ce qu'on dit en général sur ce sujet. Mais comment ils ont fait pour justement être plus compétitifs que nous ? Bien tout simplement, ils ont fait ce que je préconise dans le livre. Il ne faut vraiment pas être sorcier là-dessus. Hein. Ils ont baissé le plus possible les impôts sur leurs entreprises, toutes les taxes de production dont on a parlé ces derniers temps, grâce d'ailleurs aux travaux de la Fondation IFRAP depuis des années sur ce sujet, où on montre qu'on a 60 milliards de plus d'impôts de prod sur nos entreprises. Donc à peine vous ouvrez votre boîte, vous êtes déjà taxé sur les taxes transport, l'IFER, toutes ces taxes qui sont en fait les anciennes taxes professionnelles qui tombent en avalanche sur les entreprises et qui financent notamment les collectivités locales. Ça n'existe pas en Allemagne. Le Land, il a une part d'impôt sur les sociétés et il se finance sur quoi ? Eh bien, sur le fait que les boîtes, elles font du bénéfice. Voilà. Donc, ça intéresse tout le monde que les boîtes fassent du bénéfice. En France, ça intéresse personne que les boîtes fassent du bénéfice. Parce qu'on a pris l'argent avant. D'ailleurs, moi, j'ai eu souvent cet échange avec les élus locaux où je leur disais, attendez, c'est pas possible de taxer autant les boîtes avant même qu'elles aient réalisé un euro. Si elles n'ont pas fait de bénéfice, comment elles peuvent sortir l'argent ? 1 euro de bénéfice. Et alors, ils me répondaient, on préfère quand même parce que c'est plus sûr. Hein. Voilà. Donc là, il faut changer complètement notre vision des choses. Donc ce que dit Julien, à la fois c'est juste et c'est faux en même temps. Leur compétitivité, les Allemands, ils sont allés la chercher. Ils ont plafonné les cotisations retraite.
maximum qu'ils peuvent prélever sur le salaire des Allemands. Mais juste Agnès... Nous, on est à 28%. D'accord, mais à votre avis, vous, maintenant, avec le bilan, hein, ça fait 20 ans maintenant, avec 20 ans de l'euro, vous dites, il faut rester en Europe, il faut se battre sur l'euro. C'est pas le problème de l'euro et de l'Europe, c'est le problème de nos choix politiques et nos choix industriels. Mais bien sûr. Attendez, si on avait dit depuis 20 ans, on taxe plus les successions sur les boîtes, mais combien d'entreprises seraient encore en France, se seraient transmises entre générations plutôt qu'aller partir à des investisseurs étrangers, des fonds de pension, etc. C'est incroyable parce que les mêmes qui critiquent des choses qui sont en train de se passer ne comprennent même pas pourquoi c'est en train de se passer. Le gars qui va vendre sa boîte en France et qui va se rendre compte qu'il va être tellement taxé que finalement il va pas pouvoir la transmettre à la génération suivante, bah, finalement il vend et il part lui à l'étranger avec le produit de la vente et il se dit bah, la France maintenant c'est fini. De toute façon, j'ai eu 100 fois cette discussion avec des patrons de PME. Ils me disent c'est trop dur, on n'a même pas envie de passer la boîte à nos enfants ou à nos petits-enfants parce que on ne sait même pas comment ils vont s'en sortir. Il y a trop de réglementations, trop de taxes, trop de syndicats qui nous mettent des bâtons dans les roues, etc. Donc ça, il faut réaliser ça. Les syndicats allemands, on dit souvent, c'est formidable parce qu'ils sont plus associés. Attendez, les syndicats allemands, ils sont tout le temps en train de négocier des accords qui permettent de, par exemple... Une parité, enfin, il y a une négociation qui n'est pas du tout celle qu'il y a en France. Mais ils sont pro-business. Ils disent, ah bah attends, comment on va faire pour que notre boîte continue à tourner? Donc, plein de fois, au niveau des PME allemandes, et notamment quand il y a des crises, ils baissent les rémunérations pendant X années, le temps que ça remonte, etc. Qu'est-ce qu'on a vu, nous ? Sur les accords de performance collective, qui est un super outil qui permet de baisser les salaires ou supprimer des primes, supprimer un 13e mois, augmenter le temps de travail pour passer la crise. Bah, les syndicats bloquent. Ils disent ah non, nous on veut pas signer. Sauf qu'à cause du code du travail, on est obligé de signer avec des syndicats qui refusent de signer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va vers des plans de sauvegarde de l'emploi, on va vers des licenciements. Et finalement, nos syndicats, d'une certaine manière, poussent à licencier plutôt qu'à négocier pour que tout le monde accepte de faire un petit effort pour sauver les emplois et sauver la boîte. Donc, c'est ce qui s'est passé sur plein d'entreprises qui aujourd'hui sont en train de fermer leurs portes en France. Donc, quand on dit on est quasiment dans une situation comme dans l'après-guerre, qu'il faut reconstruire la France, qu'on dit, que certains ont dit se sont fait bâcher, il va falloir travailler plus, il va falloir se retrousser les manches, ça va peut-être pas être facile, mais il va falloir se concentrer sur... volontariste. Eh bien, ceux-là se sont fait engueuler parce que vraiment dire qu'il faut travailler plus en période de crise, etc. Sauf que c'est juste la réalité. Et que travailler plus, peut-être en acceptant des sacrifices à un moment ou à un autre pour que les boîtes ne fassent pas faillite. Donc là, moi je trouve qu'on pourrait sauver des milliers d'emplois dans les prochains mois en acceptant qu'il y ait une négociation directe entre l'employeur et ses salariés. Et j'en parle dans le livre, j'explique que c'est pour ça que ça marche en Allemagne, parce qu'il n'y a pas de syndicat comme la CGT, irréfragable de représentativité. Il y a des syndicats maison qui sont super concernés. Mais on sait qu'en Allemagne, c'est pas du tout la même chose. Alors Agnès Verdier-Molinier, il reste une chose à faire pour vous, c'est de vous engager dans une équipe à laquelle vous croirez et qui fera ça en 2022, puisque pour le moment, les angles morts se sont multipliés. En tout cas, lisez son livre, lisez le livre, et puis que chacun agisse en conséquence à son niveau. Voilà, je rappelle d'ailleurs le titre du livre, La France peut-elle tenir encore longtemps, édition Albin Michel. Voilà quelques solutions pour sortir des 2700 milliards d'euros de dettes en ce moment. Et rester libre. Et rester libre en plus. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. Vous pouvez retrouver cette interview sur YouTube et un podcast sur sudradio.fr évidemment. Et puis n'oubliez pas que Sud Radio continue avec Brigitte Lahaye. En cette période complexe, comment renforcer son système immunitaire? C'est la question qu'elle pose là aussi. Vous pouvez réagir au 0826 300 300.